cas, l'application, j'ai beaucoup vu, dans le point négatif, le journaliste regardait en ce moment où le pays fait face à la pression de l'évolution dans l'Est de la RDC. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Et je continuerai évidemment cet exercice avec mon collègue chargé de la politique de ville, le ministre Témélie qui est dans la salle. Mais on a voulu commencer avec vous parce que c'est vous qui êtes à la base des Expo béton. Et cette année 2025, vous avez choisi de venir à Lubumbashi pour les parler des corridors. En premier, c'est quoi le thème que vous avez choisi pour cette année et pourquoi avoir choisi de l'organiser à Lubumbashi? Merci beaucoup pour cette opportunité. Expo béton, c'est le salon de la construction, le salon du développement de la ville qui réfléchit sur toutes les questions qui se passent dans nos villes, surtout dans notre grande mégalopole de Kinshasa, tous les problèmes que nous connaissons depuis des années qui sont abordés. La première édition, c'était en 2016 où nous avons parlé des opportunités dans la construction. Vous savez qu'à un moment, on n'avait pas, par exemple, le produit de base qui est le ciment et qu'aujourd'hui, il existe dans la partie ouest et dans la partie sud. Et nous avons abordé toutes ces questions, nous avons poussé les secteurs de la construction à se lancer dans les matériaux de construction, parce que pour y arriver, pour avoir des bâtiments, des ouvrages, etc., il faut des matériaux. Et nous avons évolué vers des projections aussi de nos villes dans 50 ans, qu'est-ce qu'elles vont devenir, et tant en ce qui concerne la mobilité que l'habitat. Et nous revenons souvent sur les normes de construction, parce que sans normes, sans urbanisme qui soit adéquat, il est problématique d'avoir des villes qui s'intègrent parfaitement pour le vécu quotidien de nos populations. Et nous faisons aussi la promotion des corridors, parce que notre pays est tellement immense que nos programmes devraient tourner autour des corridors. On a le fleuve Congo, par exemple, qui devrait être vraiment l'objet d'un programme. Et en même temps aussi, les corridors sont des sujets géostratégiques très importants de la République démocratique du Congo. Dans le Grand Katanga, nous étions à l'époque à 400 000 tonnes d'exportation de minerais par an. Nous avons atteint 3 100 000 tonnes l'année dernière, ce qui est un chiffre record, mais les projections financières prévoient de passer à 8 millions de tonnes dans la dizaine d'années qui va arriver. Et cela demande des infrastructures, tant de mobilité dans les villes que d'exportation et d'importation aussi de certains produits pour la consommation des hommes et des biens. Et donc, depuis un moment, on parle du corridor de Monaco, qui est un vieux projet qui a été créé depuis 1923. Et nous devons bien réfléchir aujourd'hui, et ça c'était tout l'intérêt que le chef de l'État a porté sur la question, de voir comment, plus loin encore que ce qui est prévu par cette organisation aujourd'hui qui s'est mise en place entre la Zambie, l'Angola et la RDC, comment aussi impliquer les opérateurs qui doivent rejoindre des zones d'habitation, qui va traverser des cités rurales et qui doivent être urbanisées. C'est tout le sens de ce que nous faisons dans la promotion de la bonne construction, ainsi que des cités urbaines, et qui devrait permettre, parce que cette mobilité permette justement les échanges des personnes et des biens. Et donc cette question doit être est primordiale, c'est géostratégique. On n'a pas besoin d'un seul corridor, parce que lorsqu'on aura atteint 8 millions de tonnes, il faut au moins minimum 5 corridors. Il y a celui de Guadeloupe qui fonctionne, de Durban, de Dar es Salaam, mais aussi le chef de l'État a compté vraiment sur le gouvernement qui va demander que les études soient faites et que dans ses pensées, c'est qu'on puisse réaliser vraiment ce corridor qui va rejoindre le Grand Kasaï, le Grand Bandundu, le sud de Kinshasa, le Congo central et Banane. Alors hier, le président de la République, revenant justement sur cette question de corridor, le président du Conseil ministre, il constitue des nouvelles stratégies de croissance à la croisée des échanges commerciaux, de la mobilité humaine et du développement
positif la qualité des infrastructures modernes, durables et résilientes dans tous les secteurs, transport, logistique, énergie, télécommunications, santé, éducation. M. Jean Ramani Salah, lorsque vous recevez le président de la République, s'est montré d'une oreille si attentive à vos initiatives. Qu'est-ce que cela représente pour vous qui êtes dans les pays qui voulaient contribuer au développement de la RDC? C'est un honneur pour nous que le chef de l'État ait accepté de venir lancer les travaux d'Expo Béton et pour qu'il y ait une appropriation, en tout cas de cette matière, par tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un atelier en direct qui se fait, c'est celui de l'appropriation par la jeunesse et le monde scientifique. Et donc, en lançant cela, c'est un appel aux opérateurs économiques, à la planification, à l'anticipation pour préparer l'avenir. Et selon nous remercions vraiment le chef de l'État pour sa sollicitude, ainsi que la Première ministre et tout votre gouvernement. Voilà, je veux vous laisser parce que vous avez encore de panel de travaux. Peut-être qu'on va prendre une question vous concernant, vous pouvez apporter des éléments d'éclairage et puis nous allons continuer la discussion avec le ministre délégué chargé notamment de l'île, M. Éric Tchibana, avec une question pour vous, M. Jean-Marie Messa. Après, on va continuer avec cette décision. Vous avez la parole. Et comme tous ces salons que l'on voit où on vient pour se faire de l'argent en vendant des stands, pour simplement on peut espérer quelque chose et des bouches à l'oreille, est-ce que vous manquez aussi de collaboration avec des gouvernements provinciaux qui d'ailleurs ont en leur sein des ministères provinciaux des communications? Je vais finir par le retour de Joseph Kabila Kabange, qui est annoncé à Goma en tant que gouvernement, parce que les proches de l'ancien président estiment que le président Kabila vient pour apporter sa pierre à l'édifice. Et le président de la République a à un certain moment demandé la cohésion nationale. Est-ce que vous êtes prêt, si Joseph Kabila qui se présente en ambassadeur, est-ce que vous êtes prêt à accepter sa main tendue, d'autant plus que le président de la République avait déjà tendu la main à tous les Congolais? Écoutez, on va... On a commencé en 2016, mais si on est arrivé à ce niveau, c'est déjà un bon bilan d'avoir l'oreille des autorités, du chef de l'État, et qui, comme il le dit, nous faisons le rapport, toutes nos éditions, qui sont lues, qui sont suivies. Mais cela demande effectivement un exercice de réforme. Il y a des réformes. Le chef de l'État l'a dit la dernière fois. Le fait d'avoir mis en place le ministère de la politique de ville, c'est une proposition et une réflexion écrite et motivée d'Expo Béton qu'il a fait. Parce que, on n'aura pas le temps, mais sinon je pourrais vous expliquer la difficulté des villes. J'étais gouverneur, je sais quelles sont les difficultés qu'elles ont pour pouvoir fonctionner. Et c'est une innovation qu'on puisse le faire aujourd'hui pour justement donner de la matière à cette décentralisation, parce que les maires doivent pouvoir faire pour arriver à construire leur ville, ainsi que les bourgmestres des communes. Et donc, beaucoup de choses sont faites. Vous savez, si aujourd'hui on est arrivé à ces difficultés d'urbanisme, parce que c'est un chaos, c'est vrai, la question urbanistique et la question foncière présente quand même un chaos. Le chef de l'État l'a dit l'année dernière, quand on regarde le bilan, mais il faut répéter. Il faut répéter régulièrement, et ce n'est pas pour rien que nous allons vers les universités aussi pour le faire. Nous avons, par exemple, parlé la première année, je vous l'ai dit, les 2 premières années, c'était sur les opportunités dans la construction. Vous voyez le boom immobilier qui se fait parce que nous avons expliqué quelles sont les possibilités aux entrepreneurs petits et grands. Et vous savez qu'aujourd'hui, rien que dans la partie ouest, par exemple, de la RDC, avec la quantité de ciment qui est écoulée, c'est 600 000 personnes qui travaillent par an dans ce domaine. Et donc, ça résorbe aussi le chômage et ça permet de mettre en place une construction qui respecte les normes. Nous revenons souvent sur les normes. Et une de nos recommandations, et nous espérons que ce projet de
de loi ou cette proposition de loi sera rapidement présentée, c'est sur la standardisation et les normes, parce que nous n'avons pas de normes, on ne peut pas construire. Donc vous savez qu'il y a tellement de matière, quand vous êtes chez vous, regardez votre bâtiment, vous allez vous poser beaucoup de questions à partir de la rue, jusque dans votre maison, pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et c'est toutes ces questions sur lesquelles nous revenons et que nous souhaitons vraiment qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient formées dans l'urbanisme et dans l'aménagement du territoire. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'honorable agent d'urbanisme. On va vous laisser avec Lido, qui est chargé justement de la politique de ville. Avec lui, nous allons continuer parce que tout à l'heure, monsieur l'honorable agent d'urbanisme a parlé notamment de normes. Je vais inviter mon collègue Lido pour que, à votre tour, monsieur, je n'ai pas oublié la question, vous y reviendra, mais les sujets principaux d'aujourd'hui, c'est les sujets de ville et tous ceux qui ont fait l'objet des travaux aussi. Vous vous occupez plutôt d'un portefeuille nouveau au sein du gouvernement de l'Europe. Tout à l'heure, vous avez entendu l'honorable Vanessa parler notamment de normes, et nous sommes dans une période où, malheureusement, dans les principales, en tout cas, villes du pays, on a connu des catastrophes, notamment à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent ce soir de la stratégie qui vous dit dans votre ministère qui se charge notamment de la politique de ville? Je vous remercie, l'excellence monsieur le ministre, je remercie aussi les journalistes qui sont ici. Le ministère en fait a été créé en mai 2024 par la volonté de son excellence monsieur le président de la République, qui voulait d'abord donner une réponse au niveau c'est-à-dire mettre fin à cette inégalité qui existe entre les villes, notamment pour répondre aux différents problèmes comme vous avez entendu avec l'honorable sénateur, les problèmes de l'infrastructure, tous ces différents problèmes. Donc ce ministère a été créé notamment pour planifier et anticiper les différents problèmes que nous retrouvons en fait dans plusieurs pays. Mais l'important, c'est que surtout donner l'importance en fait aux maires, parce que c'est eux qui sont mieux pour donner en fait le profilage de leur ville en termes d'emploi, en termes de PVP, et surtout dans leur donner dans ce ministère et pour impulser, pour donner en fait une véritable force. C'est-à-dire en d'autres termes que vous travaillez de manière étroite avec les différents maires de ville, pour vous assurer par exemple, lorsqu'on dit nous sommes dans la ville des Lubumbashi, les grands problèmes sont sérieux, et avec le maire de travail donner les réponses, est-ce que dans ce qui est prévu, en tout cas dans ce qui se prépare, est-ce que les maires sont suffisamment outils? Vous avez entendu tout à l'heure l'honorable sénateur qui parlait des normes. Le plus important, c'est le respect des normes. Vous savez que nous avons une panoplie de textes, vous savez qu'en matière d'infrastructure, vous avez le décret du 20 juin 57 en matière d'urbanisme, vous avez aussi l'arrêté interministériel de octobre 1993 qui porte sur la protection des servitudes. Quand on parle de servitudes, ce sont des espaces verts, on ne peut pas construire à moins de 20 mètres des cours d'eau, des chemins de fer, etc. Donc nous, en fait, on est chargé au niveau des maires, donc c'est-à-dire comme une construction, quand les travaux viennent se faire là-bas, les maires doivent être à mieux outils pour pouvoir dire stop, on ne respecte pas les normes, on ne fait pas ceci. Et c'est à eux de présenter en fait ces points de développement. Je crois que vous vous souviendrez que lors du 24e Conseil des ministres, son excellence monsieur le président de la République avait fait cette recommandation qu'il est primordial que tout projet qui va être en public, que le maire il soit associé, pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir le même opérateur économique qui va construire une route, supposons, à Kissamani, et demain il va faire aussi un nouveau Guadeloupe, et demain il va faire à Manaka. On va nous dire quand est-ce que cela sera fait. Et dans le discours du chef de l'État qui disait qu'il veut créer un millionnaire pour peut-être satisfaire certaines personnes. Mais c'est l'occasion, dans sa vision, de pouvoir créer justement ce millionnaire. Nous avons dans nos villes des personnes qui sont capables d'anticiper et de construire ces routes. Mais c'est faute de financement. Et c'est à nous, justement, de l'estimer en disant que voilà, nous avons la garantie pour accompagner ces Congolais dans son assemblage. Et ce sont les maires qui sont à nous de définir et d'identifier ces personnes qui sont justement dans ces villes. Voilà, on va prendre la question de Madame Sylvie Macolo pour vous, ministre, monsieur le ministre, on va continuer cet exercice. Allez-y, Madame Sylvie. L'état des désagréments, l'état des dégradations avancées de plusieurs routes nationales complique sérieusement la fuite entre les grandes agglomérations. Dans la vision portée par le chef de l'État pour la province du Grand Katanga, quelles pistes de solutions envisagées pour désengorger efficacement la vie et améliorer la mobilité interurbaine? Je vous remercie, madame. Je crois que
c'est énorme. C'est des problèmes des routes. Vous savez que notre travail à nous, par le premier système des maires, vous savez que quand on fait une route, il y a un certain nombre de centimètres qu'il faut respecter, avec un gravier, avec ceci, avec cela, pour justement montrer leur viabilité, Et justement, à ce niveau-là, vous savez, comme un cadre urbanistique, comme on voit dans d'autres pays, il y a des travaux que l'on fait qui doivent prendre déjà en considération pour les 5 ans ou 100 prochaines années. Sinon, chaque 6 mois, chaque année, on va revenir et faire ces différents travaux. Donc l'objectif, évidemment, c'est, pour répondre à cette question et pour revenir à l'autre, c'est évidemment, c'est de pouvoir, comme dans le programme du gouvernement, d'utiliser justement cette interconnexion, justement ce désentorchement au niveau des villes. Là, évidemment, on parle de, moi j'ai déjà utilisé le terme de décentralisation. Il faut décentraliser et justement avoir des institutions fortes. Plutôt, j'ai entendu dernièrement une personne ici qui parlait de fédéralisme, donc plutôt parler de décentralisation, faire confiance justement aux maires, faire confiance aux OPD, qui sont justement les personnes qui mobilisent le plus au terme financier et qui veulent justement accompagner dans le développement de l'énergie. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la question de M. Vincent de Toussaint. D'abord, avant, M. le ministre, hier, plutôt avant-hier, son atterrissage à l'aéroport de la Mano, le président de la République a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de la Mano. Alors, on peut savoir un peu sur le coût. Et ça sera financé par le gouvernement central et le gouvernement commercial. Monsieur le ministre Didier Tengue, hier, aux côtés de votre collègue Guy Douado, vous avez eu à développer sur les stratégies à mettre en place pour moderniser les villes de la République démocratique du Congo. Mais les mêmes mots soulevés lors de cette conférence, notamment les mots qu'on a eu rencontrés à Kinshasa, notamment la violation notamment des lits, des rivières, ici par exemple à Lumbashi, à côté en face de l'hôtel Caradia, le lit du lac Tchomé a été pratiquement vendu. Et ça a quand même coûté la fonction du vice-gouverneur ici, qui était à l'époque même de la ville. Et derrière l'Institut Salaman, il y a on avait aussi, on peut dire, on avait aussi vendu des parcelles par l'ancien maire, et pourtant, tous les autres qui quittent de l'autre côté passent par ces petits collecteurs-là, et ça risque avec le temps avoir des conséquences fâcheuses comme ce qui se passe à Kinshasa récemment. Voilà ma question. Quels sont vous en tant que ministre délégué, quelle est la politique ou quelles sont les politiques que vous avez mises en place pour que la ville de Lumbashi ou les villes de l'espace Katamani sont concernées par les corridors de l'hôpital ne puissent pas tomber dans ce qui s'est passé à Kinshasa? Une réponse rapide d'ailleurs avant que mon collègue ne puisse continuer. Je n'ai pas la hauteur de mon temps, peut-être que plus tard on pourra vous renseigner, mais l'objectif, comme le président de la République nous a rappelé en conseil des ministres, c'est d'avoir toute la partie australe, parce que vous savez que la République démocratique du Congo, c'est aussi la Sahel, et donc et le plus souvent, la RDC, c'est des pays dictatures qui produisent l'essentiel des minéraux, ça passe par les autres pays, et donc l'idée, c'est d'avoir cette plateforme avec un nouvel aérocab qui pourra avoir au moins 1 million de passagers par an et avoir toutes les fonctionnalités qu'il faut, non pas seulement en termes d'infrastructure physique, mais en termes de matériel de navigation, pour nous assurer que nous avons inclus les trafics, parce que le corridor de l'île que vous mentionnez justement, et les autres corridors, peut-être que le président de la République l'a dit, parce que les études sont en cours, ils doivent relier les autres provinces à cette partie du pays, ils nécessitent d'avoir justement toutes ces infrastructures en développement en même temps. Et donc il faut considérer que ce qui a été fait au niveau de la Luano et ce qui s'est fait au niveau des hôpitaux, finalement, tout finit par se connecter. Et ce n'est que de cette manière que nous pensons pouvoir donner une véritable opportunité à la République démocratique du Congo d'être de plus en plus compétitif et d'être de plus en plus relié, non pas seulement avec les provinces de la RDC, mais aussi avec les autres pays voisins et pourquoi pas tous qui pourront venir par là. Monsieur le ministre, allez-y pour J'aime beaucoup la question de cher ministre. Je crois qu'apparemment vous avez des problèmes avec vos maires ici, justement avec ce problème de la police. Mais on a été informé par rapport à cette situation. On a été informé par cette situation et le point avait été justement mené par le ministère au niveau du conseil des ministres. Je dois revenir dans une semaine pour justement traiter ce problème. Un lac, le lac Tchomé, qui
migratoires et tout ça, et ça a justement amené des mouvements, si je puis dire, insurrectionnels. Et donc il a pratiquement rendu ce patron près de 2 hectares. Et du coup, en fait, en dirigeant, il a pratiquement dit mais encore une fois, je vous dis ça, et comme ça a été décidé lors du dernier conseil des ministres, toutes ces personnes qui construisent sur des zones non édificatives, leur lien doit y avoir d'abord le ministre de l'État, et on finira par casser ça. Vous savez, si on ne prend pas garde, d'ici peu, on risque d'avoir quelqu'un qui va se réveiller, qui va dire quelqu'un qui peut plus voler dans le ciel parce que de toute façon, il est chef de film, parce que tout cet espace lui appartient. Vous pouvez être par exemple opérateur économique, vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes directeur général et vous avez des personnes à vous, vous êtes placé dans des grands postes, que vous leur demandez de faire appliquer ces textes, de faire respecter les normes. Parce que les normes vous interdisent justement de poser des tels actes. Et nous avons en fait au sein du ministère de l'Organisme, vous avez ce qu'on appelle le guichet unique de la délivrance en fait, justement des autorisations d'achat, qui en son sein doit veiller justement à toute construction. Et comme une construction se fait, elle doit veiller, elle doit pouvoir dire, par exemple, comment vous allez évacuer vos secours en matière d'évacuation des eaux, en termes de récupération, et elle peut donner des autorisations de bâtir qu'à partir du moment où toutes ces conditions sont remplies. Donc, c'est-à-dire que vous avez respecté les normes, vous êtes à moins de, vous êtes à plus de 20 mètres de cours d'eau, vous ne construisez pas dans sous les câbles de courant, tout ça, etc. Donc, en fait, c'est un problème d'homme, et bon, moi, j'ai une mentalité qui est purement haussmannienne, donc c'est-à-dire qu'il faut tracer et casser. Et la nature doit reprendre ses droits. Et pour ces personnes qui sont là, qui posent des actes, je considère ça comme des actes avec confiance au ministère de l'Organisme de l'État, qui sont des actes, il faut directement aller à la sanction, les sanctionner et ils doivent répondre de leurs actes parce que l'État ne doit plus continuer à répondre des actes de certains individus qui posent en disant pas de façon dramatique, l'État va se laisser. Moi je suis pour la proposition de ces sanctions, elles devront être sanctionnées parce que voilà, on va prendre les questions de M. Bertrand. On va regarder le ministre chargé de politique de ville. Vous avez parlé de normes. Qu'est-ce qu'à votre niveau, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour faire connaître ces normes au niveau de la base? Hier, le président de la RDC, moi je conseille de l'éducation, a pris une série de mesures pour lutter contre les inondations de l'île de la RDC. À quand l'application? Et au ministre de la Communication, je vais vous dire de la présentation de mon contrat qui a commencé en parlant de la présence de Joseph Kabila dans certaines mesures. Qu'est dit la loi? Lorsque un ancien président devient un allié d'un mouvement rebelle. Merci. Donc, je finirai par répondre à ces questions. Allez-y, M. Tenny, avant que je me réponde à la question. Je vais reprendre une phrase avec Clémence Mouy a écrite, que lorsque un tel conseil des ministres, justement, se fait entre guillemets express que ça sera justement sur la chaîne nationale, il y a anticipation. Donc c'est une décision des conseils des ministres, comme ça vous suivez la réalité. Et vous avez déjà travaillé sur pouvoir justement les vidéos sur l'internet. Et de l'autre, je veux dire par rapport au respect des textes, lorsque les décisions sont prises, pour préparer la situation de M. le Président de la République, qui est défini en fait une politique générale du pays, vous avez maintenant les différents ministères avec tous les autres services qui sont censés les regarder. C'est pour ça que nous avons la décentralisation, vous avez le gouvernement central, le ministre qui prend ses décisions, c'est comme la République. Vous avez le gouvernement provincial, vous avez les représentants à tous les différents niveaux. Vous avez aussi au niveau des communes, vous avez au niveau des quartiers. Donc chacun à son niveau doit vulgariser ces textes-là. Je prends à titre d'exemple au niveau de la ville de Kinshasa, vous avez ce qu'on appelle les 10-003 du 9 septembre 2013, ceux qui portent une protection sur l'assainissement et l'environnement de la ville de Kinshasa, qui dit clairement que vous ne pouvez pas jeter des matériaux de construction sur la voie publique, vous ne pouvez pas obstruer la voie publique, vous ne pouvez pas jeter des immondices sur la voie publique, vous ne pouvez pas déverser, etc., etc. Et qui prévoit clairement les amendes qui vont de l'ordre à pratiquement de 50 000 francs congolais à 50 000 francs congolais. Alors vous direz, vous voulez que le président de la République descende pour appliquer cela. Je ne pense pas. Les textes sont là et il dit clairement qu'il doit le faire. C'est une loi provinciale. Vous descendez au niveau des communes. Donc chacun, en fait, ce que je dis pour répondre à la question, chacun à son niveau doit s'approprier en fait ces textes-là. C'est pour ça que vous avez au niveau des textes, vu la Constitution, vu ceci, vu cela, vu ceci, vu la parole de la tête, le gouverneur décide ou prend un arrêté, arrête tout ça, etc. Chacun à son niveau doit s'approprier cela. Donc les textes existent vraiment et il faut les appliquer. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez l'arrêté interministériel
et qui dit clairement ce qui doit être fait en matière de construction. On ne peut pas construire à moins de mettre des câbles de courant, encore moins de 20 mètres des chemins de fer, moins de 20 mètres des cours. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que vous avez des personnes qui se croient à l'abri de tout, et surtout nous aussi, les Congolais aussi, comme le même si à sortir des cas ici, à Okata, c'est la production d'un mètre. Avec la décision de son excellence, monsieur le président de la République, l'État est là, et je crois qu'il n'y aura pas d'excuse pour ces personnes qui justement ont impliqué sur les zones de difficulté. Pour répondre à ce que madame disait, oui, on est au courant que c'est, je crois que c'était l'ancien maire, et maintenant c'est l'Assemblée provinciale qui va faire son travail. Donc attends, n'est-ce pas? Merci. Écoutez, sur cette question, un petit complément. Le président de la République nous a mis dans la grande réunion qu'il a tenue cette semaine d'ailleurs, pour que ceux qui ont construit, parce que pour la plupart, les autorités urbaines rencontrent des difficultés quand il faut raser certaines infrastructures. Parce que certains habitants, c'est des dégradés, certains habitants, c'est des cas au niveau de l'administration. Mais le président de la République lui-même, qui incarne l'État, a dit qu'il n'y aura pas, évidemment, de distinction ou d'avantages accordés à qui que ce soit. Parce que lorsque vous vous réveillez et qu'il y a la catastrophe diluvienne qu'on a eue à Kinshasa, du fait d'ailleurs, les jeux qui sont venus du Congo central, des phénomènes que je n'avais pas vu avant, vous avez 75 compatriotes qui décèdent, mais il faut bien qu'on se pose la question. Bon, les catastrophes naturelles arrivent toujours, les pluies arrivent toujours, on ne va pas les blâmer, mais est-ce que nous, les humains, dans notre manière de gérer l'environnement, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour nous assurer que cela, lorsqu'il y a catastrophe et lorsqu'il y a de pluie, que cela n'exacerbe pas notre situation de difficulté. Et donc aujourd'hui, il est établi qu'il y a une responsabilité humaine du fait justement qu'on a construit dans des zones où il ne fallait pas construire. Alors, les gens vont se dire, les autorisations et tous ceux qui ont construit ont des titres, ceux qui ont construit ont reçu des autorisations des agents de l'État, etc. Mais ici, l'impératif qui vient en premier, c'est l'impératif de la préservation technique. Et donc, il y aura une pédagogie, il y aura évidemment une campagne de sensibilisation qui va précéder tous ces actes. On va faire des communications soutenues là-dessus, mais pour tous ceux qui seront sur les sites qui sont identifiés. Et il faut savoir ici que le travail n'a pas été fait que pour Kinshasa. On a commencé par Kinshasa, mais vous avez des cas dans les Congo central et dans d'autres provinces, et ces mesures vont se répercuter dans les différentes provinces pour qu'on s'assure au moins que nous tous nous faisons attention dans le respect de la norme, même s'il y a eu des faiblesses de certains agents de l'État. Mais nous-mêmes, en termes de notre responsabilité, lorsque vous allez construire à 10 mètres alors qu'il faut 20 mètres à côté d'une ligne électrique, qui expose qui? Et donc il y a dans ce qui se fait une responsabilité qui est la vôtre, comme citoyen, et une responsabilité qui relève de nous comme État. Alors, sur votre question qui a été bien commencée tout à l'heure, d'abord il faut savoir que nous, le plus important pour nous aujourd'hui comme gouvernement, c'est de nous assurer d'abord que, par exemple, ici à Kinshasa, il y a ces centres de santé qui permettent des données de soins avec le matériel et la génération. C'est aussi de voir comment on appuie les initiatives privées, notamment à travers les initiatives d'Expo Béton, pour avoir la corrélation entre l'État et les hommes d'affaires. Parce que l'enjeu ici, principalement, c'est d'abord un enjeu de comment nous travaillons à régler les problèmes de Congo. Bon, maintenant, nous sommes dans une situation de guerre, je parlerai de la campagne Congolais Téléma aussi en même temps, où nous avons plus ou moins l'axe du mal défini. Et aujourd'hui, les questions et entrées à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Nous avons Doha, il y a le président Fournier Sindé qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et les moments venus, leur question sera traitée dans les cas de ce qui s'est fait. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu les articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que
le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois. Bon, maintenant, qui décide de revenir. Je n'ai pas encore la confirmation. On verra ce qui sera dit. Mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils, d'ailleurs, de Katanga, qu'on appelle Nzé Laurent Desjardins, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de nos équipes. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors moi je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens. Parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibanda au début de cette affaire, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes, pas seulement, regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas. Est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts de Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Et M. Tshibanda, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Et donc, nous faisons Congolais Téléma à Kinshasa, parce que c'est la capitale, mais évidemment, il y a des relais dans les différentes provinces et d'ailleurs dans la diaspora. Tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi, du concert Solidarité Congo, où nos artistes à leur manière. Nous parlons de front militaire, nous parlons de front diplomatique, nous parlons de front judiciaire, nous parlons de front économique, nous parlons de front médiatique, on a rajouté front culturel, on a rajouté front scientifique, parce que les Congolais eux-mêmes se sont appropriés la situation. Et donc parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes, pour que les efforts de développement qui sont en cours, pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers du type qu'il y a à Lubumbashi, dans les autres provinces, est-ce que c'est pas cela l'essentiel finalement? Et donc, nous sommes plutôt au Serra, derrière le président de la République, avec justement la stratégie qu'on a mise en place sur tous les fronts qui nous permettent non pas seulement de terminer cette guerre pour maintenant, mais de la terminer pour toujours. Parce que nos compatriotes de l'Est, spécialement du Nord, du Sud, qui méritent de vivre. Et donc je pense que ça, c'est le message essentiel que nous pouvons retenir, notamment du passage du président de la République. Ici, madame, j'ai reçu des questions par message de certains journalistes, parce que hier, le président de la République a eu l'occasion de faire une remarque importante dans le plaise à ceux qui pensent pouvoir tirer profit
de la division, alors que nous sommes plutôt devant une situation qui requiert de tous les Congolais partout où ils se trouvent l'unité. Alors on va continuer avec. Parce que nous, on n'aime pas tellement croire à beaucoup de choses. Je crois que dans le programme de sélection du président de la République, vous avez les sociales. D'autres disent le peuple d'abord, moi je dis c'est abordable. Donc c'est des prix seront abordables à tout le monde. C'est pas parce que c'est un hôpital où on voit que toutes les chiffres, tout ça, etc. Mais c'est une vision qui concerne l'ensemble de la population congolaise, quel que soit, je veux dire, les critères, les problèmes sociaux, ça concerne de notre maintenance. Vous savez, avant que d'autres personnes interviennent, c'est d'abord nous-mêmes de nous approprier ce qui est construit par les Congolais pour les Congolais et avec les Congolais. Donc c'est d'abord à nous de respecter cela, de protéger en fait ce bien et d'en faire justement. Voilà, de toute évidence, c'est la question. Une chose est d'avoir ces infrastructures modernes, évidemment. Il y a un travail qui se fera à la fois au niveau du ministère de la Santé, mais aussi du CNSS pour que l'hôpital puisse être maintenu. Mais je crois aussi que c'est ceux qui y ont accès, de par notre comportement quotidien, le rapport à l'hôpital, lorsque vous avez des déchets qu'il faut évacuer ou les évacuer, lorsque vous allez dans un centre hospitalier de sécurité, qu'on vous dit qu'il faut aller à droite, respecter la norme. De toute évidence, moi je considère que nous sommes suffisamment responsables pour que nous puissions être en mesure de traiter tel qu'il est faut une infrastructure, l'unité de cœur. J'ai discuté encore tout à l'heure avec le directeur général du CNSS qui me disait qu'il y a 37 Congolais qui sont des médecins expatriés qui ont décidé de revenir. Ils travaillent ailleurs, mais au regard justement du matériel permis, du besoin d'avoir. Parce qu'ici nous sommes à Lubumbashi. Vous savez qu'il y a dans les environs de Lubumbashi, de la grande province du Katanga, beaucoup d'entreprises minières qui parfois peuvent avoir des cas spécifiques qui nécessitent des examens approfondis. On les a rapprochés. Et si les spécialistes viennent, nous avons la possibilité alors pour tous ceux qui sont en Zambie, en Angola, de venir ici parce qu'ils n'ont pas, par exemple, la qualité des matériels. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais je sais qu'on n'a pas les matériels, notamment de IRM qu'il y a ici, IRM 1.5 on dit Tesla. C'est des matériels qu'il n'y a pas dans la sous-région. Et je dois rappeler qu'on n'a pas construit un tel hôpital, un tel centre hospitalier depuis 1960. Donc c'est pour vous donner une illustration de la volonté, de la détermination du gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes congolais. Partout, il se trouve. Nous étions à Mujima, il y a eu un hôpital qui a été organisé. Nous sommes ici dans le Grand Katanga, dans l'espace Katanga, dans cet hôpital qui peut servir à traiter les pathologies qui viennent de partout dans le pays. C'est ce qu'il nous faut, d'être des réponses aux problèmes. Alors on va prendre la question de madame. J'ai l'impression de ne pas épuiser la question de M. Gaëtan. Construction du nouvel aéroport de la Lano. Mon confrère patient a posé la question sur le financement. Mais moi, je voudrais savoir aussi c'est quoi la durée de cette construction. Est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur la durée? Madame, je vous remercie. Je crois que j'aurais dû commencer par le commencement. Je crois que j'ai entendu plusieurs personnes qui me posaient la question. C'est vrai que je pense qu'il y a à présenter le ministère en fait en charge de la politique de ville. C'est quoi le ministère en charge de la politique de ville? Je dis tout à l'heure que c'est par la volonté de son excellence de ce président de la République qui était un peu excédé de cette inégalité qui était entière dans les communes. Et fort de cela, donc, il a fait le ministère en charge de la politique de la ville. Vous savez que l'urbanisme est en charge justement de la planification des villes. En l'occurrence, ce ministère, c'est l'excellence de ce président de la République, voulait se rapprocher justement au niveau de la base, de commencer à traiter les problèmes au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des rues, des quartiers, des communes, et jusqu'à agir au niveau des villes. Parce que vous savez que lorsque vous construisez même une maison, vous commencez par la base, pas par la toiture. Si vous trouvez quelqu'un qui va faire ça, moi je suis vraiment que cet architecte. C'est-à-dire que ce ministère, lorsqu'il a été créé, il a d'abord une vision, c'est-à-dire qu'on parle en fait des types solutions. Cela veut dire que tout environnement dans lequel l'homme vit doit être solutionné. Donc il est placé au centre de toute chose. Et lorsque cette maison est construite, elle doit répondre justement à ces normes-là. On doit savoir que cette maison qu'on construit ici, c'est une industriel, commercial, etc. Les routes qui doivent passer doivent respecter les normes. On ne doit pas construire à tel endroit, que ce soit en matière d'infrastructure. En fait, bref, j'en passe. Et donc il y a une feuille de route. Une feuille de route qui a été dessinée, qui a été acceptée par le ministre, qui décide clairement de
Il y a ces classements de catégories sous forme de décret. Le premier qui porte la création du Conseil national qui justement est un organe purement consultatif qui rassemble les maires avec leurs problèmes, avec leurs visions, avec leurs projets. Et vous avez le comité interministériel de qui est un organe de décision qui rassemble tous les ministères sectoriels concernés, qui notamment pour prendre des décisions et traiter des problèmes au niveau des maires qui seront justement invités puisque c'est eux qui défendent justement ce projet-là. Vous avez le Fonds national de ville qui lui en fait chargera d'intervenir pour justement intervenir de manière urgente au niveau des villes et pour aboutir notamment au plan national des villes. Mais quand maintenant à l'aéroport, j'avais dit ça tout à l'heure, vous savez, l'urbanisme dans sa planification veut que lorsque l'on construit quelque chose puisse durer entre 50 et 100 ans. Là, ce qui a été prévu, c'est normalement entre 40 et 50 ans. Et l'objectif, c'est que tous les travaux que l'on fait doivent durer 50 ans ou 100 ans, parce que sinon, on aura à reprendre à chaque fois ces travaux, chaque année. Et donc, simplement, on va voir ça avec le constructeur. Mais l'objectif, c'est tel est notre ministère, dans le cadre de la planification, on pose justement ces conditions, afin que ça respecte ces normes en matière de durabilité. Le minimum, ça va être 50 ans. Et notamment, arrivé à 100 ans, ça va être le projet qui va respecter ces normes-là en termes de durabilité. Une dernière question, c'est grand espace avec comme 4 provinces démembrées. Et souvent, quand il y a des organisations, nous voyons plus qu'elles sont organisées au niveau de la province du Lualaba et du Haut-Katanga. Pourquoi la province du Haut-Lomami est dans les oubliettes? La ville de Kamina aussi, je crois que ça a été parmi les grandes villes. Est-ce qu'elle ne peut pas aussi avoir un nouvel aéroport? Bon, déjà, elle n'a pas d'aéroport, c'est un aérodrome. Est-ce qu'elle est pour aussi penser à cette ville qui est Kamina? Oui, bien sûr, c'est ça aussi le rôle de notre ministère. Vous savez que nous sommes en contact permanent avec tous les maires des 5 villes que nous avons ici. Il faut, c'est vrai, plusieurs problèmes, parce que vous savez qu'on est passé de 11 provinces à 26, donc évidemment les problèmes ont été multipliés par 2. Et je ne suis pas vraiment de ceux qui disent que nous, parce qu'on n'a pas un aéroport, qu'on est une province pauvre, qu'on est une ville pauvre, je ne suis pas d'accord. Chacun dans ses attributions doit pouvoir développer. Donc on aura de toutes les façons des provinces et des villes qui auront différentes vocations agricoles, d'autres vocations industrielles, etc. Et chacun, justement, doit mettre à profit ses capacités et ses avantages-là pour les développer. Je prends toujours un petit exemple que j'avais lorsque j'étais à Bourg sur la commune de Kitamo, qui était l'une des plus petites communes justement de la ville de Kinshasa, la province à l'exploitation, parce que proximité avec les institutions, elle était toute petite. Mais elle était vouée à sa disparition, on disait qu'elle n'était pas riche ou quoi que ce soit, mais en termes de réalisation et d'assimilation, on faisait même plus de recettes que d'autres communes aussi. Donc ça dépend des animateurs qui sont là, et c'est la vision de son excellence de ce président en créant ce ministère, c'est justement de stimuler justement ces personnes qui sont là, de les pousser à se surpasser, parce que vous avez la fonction publique, vous devez savoir que vous avez les devoirs et non les droits. Merci. Voilà, merci, monsieur le président. Parmi le brillant bourgmestre, en tout cas. Allez-y, si vous étiez parmi les brillants bourgmestres de la commune de Kitamo, une commune située dans l'ouest de la capitale de Kinshasa. Mais justement, on n'arrive pas à vous comprendre depuis que vous êtes devenu ministre en charge des politiques des villes. D'ailleurs, la dernière des photos où on voit dans les caniveaux, je ne sais pas si vous étiez en train d'écrire les caniveaux ou pas, a fait parler les Congolais, principalement les Quinois. Alors, au regard aussi de la situation, je dirais, pathologique ou cancéreuse ou problématique des villes congolaises, en RDC, on détient plus de 30 villes. Combien avez-vous déjà, je dirais pas sillonné ou en grande partie visité, et comment vous comptez y remédier à ce problème? Parce que généralement, quand il y a des problèmes d'inondation, c'est vrai, vous parlez des catastrophes naturelles, mais le seul discours, c'est des gens qui ont construit dans des zones non édificantes. Et ça date de longtemps. Quelle est la politique pour y remédier à cela? Sinon, si c'est la même réponse, peut-être que les Congolais comprendront que votre ministère n'a pas
vraiment un portefeuille important. Merci. Bien, merci pour cette question. Je pense que c'est d'abord un honneur et un privilège d'avoir la sommité de l'État qui a pensé à réfléchir au problème qui concerne la base de développement ce ministère. Je l'ai dit, notre ministère sur le cadre de la planification, avec les différents maires, mon ministère en fait actuellement, on anticipe aussi ces différents problèmes. Nous sommes en mesure de vous dire, en termes de problèmes d'innovation, comment cela peut être traité, parce que nous travaillons notamment avec les journalistes, avec les paysagistes, notamment au niveau de l'université et autres que nous pouvons mettre en ce moment. Nous créons des protocoles, notamment les protocoles en fait, au niveau contre les inondations, on a présenté cela. Donc chaque cas en fait, est traité au niveau de notre ministère et on réfléchit comment solutionner en fait ces problèmes. Vous n'avez pas encore de solution actuellement, vous réfléchissez? Non, mais quand je vous dis, vous savez quand on vous propose des solutions, parfois on va réfléchir peut-être des solutions, on va réfléchir, mais je ne travaillais pas vraiment par rapport à la solution, mais on réfléchit d'abord. Ensuite, après, on a proposé des solutions. Plus de solutions après les inondations, on a eu ça parce qu'il faut constater quelque chose. Vous savez que notamment au niveau de la rivière Chili, en pratiquement 20 ans, on a perdu pratiquement de 20 mètres en fait, au niveau de sa largeur. On est passé pratiquement de 65 mètres à 26, on a perdu à peu près 40 mètres. Donc, évidemment, comme mon collègue l'a dit ici, la responsabilité humaine, évidemment, comme on décrit ça, je crois que vous m'avez dit tout à l'heure, le ministère qui m'a fait notre j'ai dit que moi j'ai une vision haussmannienne. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont construit ces zones doivent évidemment assumer leurs responsabilités. Mon collègue lui-même m'a dit tout à l'heure, il y aura des mesures, le chef de l'État lui-même qui a dit, il donne une dimension politique, même à cela, parce qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière des constructions pour influencer, par exemple, certains voisins qui veulent des sols pour le détail. Donc il y aura évidemment ces décisions politiques, à partir du moment où vous avez cet appui politique de la société. Évidemment que ça va suivre la société. Bon, maintenant, quand vous parlez des plans dans le calibre. Ça peut peut-être parler. Alors la deuxième question peut-être c'est de savoir, pardon, une petite question juste de la suite, parce que la situation météorologique elle n'est pas bonne, les pluies sont annoncées, en tout cas les pluies dévastatrices. Quelles sont les dispositions que vous avez déjà prises? Écoutez, il y a une réunion qui s'est tenue et il y a un protocole en matière de gestion des sensibilisations par la commission qui va être chapeautée par son excellence et qui explique clairement le protocole, c'est-à-dire les modalités qu'il faut suivre. Évidemment, on ne veut pas dire qu'on va réinventer la roue. Ces différents services existent déjà au niveau des différents ministères. Le protocole vous dit exactement lorsque vous appuyez sur le bouton, quel ministère intervient, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et nous avons déjà transféré ce message au niveau des maires qui doivent savoir exactement ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut activer la protection civile, que ce soit les généalogies. C'est ce protocole qui dit non seulement, et ça a été fait par le ministère en fait de centralisation de la un tout petit complément, s'il vous plaît, mais un tout petit complément sur ce qu'il a dit. Nous avons ouvert en conseil de ministre et encore un peu dernier. Nous aurons l'occasion d'avoir un meeting la semaine prochaine, si tout va bien, avec le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a été désigné comme rapporteur de la commission où il y avait affaires foncières, il y avait l'urbanisme et l'habitat, évidemment, le ministre de Ville était là, le gouverneur de la ville pour le cas typique de Kinshasa, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les ministres de la Santé, la ministre des Affaires sociales, le ministre d'État, le ministre des Infrastructures, le ministre des Transports. Tous les membres du gouvernement concernés par ces questions ont été réunis. Et les protocoles sur lesquels on a travaillé, évidemment, le ministre de l'Intérieur aura l'occasion de les transmettre dans toutes les autres provinces. Et ici, c'est que nous, on a fait, peut-être, c'est un élément que l'on n'a pas beaucoup noté, mais dans la stratégie du gouvernement, c'était d'abord de secourir le compatriote qui a été touché. On en avait à peu près, on a eu 75, si j'en ai parlé, mais on a plus de 11 000 qu'il faut reloger, qui sont repartis sur les différents sites. Et aujourd'hui, nous savons, et on n'a pas fait le procès, entre guillemets, de ceux qui ont construit sur les zones non édificables et non. Ici, nous parlons de mesures qui doivent être prises parce qu'on ne peut pas, pendant que les personnes sont touchées, sinistrées, revenir sur ces discussions parce que la première priorité pour nous, c'est d'abord le temps. Mais que pour la suite,
il y a une responsabilité qui vous incombe aussi en tant que professionnel des médias, dans la sensibilisation sur ce que doit être notre rapport à nos villes. Parce que lorsque nous nous jetons les bouteilles en plastique, nous devons savoir que les bouteilles en plastique peuvent rester 100 ans, 200 ans. Et lorsque nous les jetons où? Et donc il y a un problème de responsabilité qui nous incombe à tous, parce que ce que nous vivons avec l'environnement aujourd'hui, c'est des phénomènes naturels qui sont peut-être exacerbés du fait du changement climatique. Mais nous devons avoir des comportements qui sont appropriés. Je le disais tout à l'heure, on ne va jamais blâmer la pluie, les catastrophes naturelles, mais nous-mêmes, on peut tirer des responsabilités. Nous savons que la Médelsat a annoncé de pluie d'une grande ampleur, et je crois que le travail s'est fait au niveau du gouvernement pour que tous ces protocoles puissent être définis. Alors, M. Foulis, on va continuer avec vous. S'il y avait une question spécifique. Je crois que, évidemment, oui, là, poste de ministre, nous, ça n'a pas été la possession de la question. vous voulez poser la question quand même de vie dans la biodiversité. Je crois que dans notre tableau, je crois que nous avons déjà dit, il ne s'agit pas de passer pour justement c'est passer et rencontrer les personnes, voir les différents problèmes et les soumettre en fait au niveau de la hiérarchie. En général, les problèmes en fait se ressemblent et ça semble lié justement à l'homme et à son développement. Et évidemment, par rapport à toutes ces nouvelles cités qui se créent, encore ici notre cher ami là, il faut de la réflexion. Il y a un adage qui dit, vous savez, on ne confie pas la gestion des cités, selon le terme à des imbéciles, mais à des philosophes et justement à des scientifiques. Donc c'est vraiment de la réflexion pour avoir ces résultats-là. Donc réfléchissons en fait avec toutes ces personnes pour avoir ces résultats-là. C'est en train de prendre une politique de voisinage et je reste super optimiste. De toute façon, si le président de la République et la première ministre ont décidé de créer justement votre portefeuille, c'est parce qu'il y a un besoin de nous assurer que nos villes ne soient plus celles qu'elles étaient et que les villes à venir, au regard de notre croissance démographique, puissent se faire dans la norme. Et nous devons tous nous assurer, État comme citoyens d'ailleurs, que nous faisons une force pour que les normes qui seront définies puissent être respectées. Alors, il m'a été rappelé, M. Gaëtan, que je n'ai pas répondu à votre question sur les droits et obligations d'un président honoraire. Je crois qu'il y a une piste de loi. La loi du 28 juillet 2018 portant statut d'ancien président de la République. Je me ferai le privilège de vous le partager, mais je crois que je veux revenir sur 2 points de la loi qui parlent notamment en son article 4 que tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombants à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier des articles 62-67, sur lesquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Aucune soustraction ni exonération de devoirs prévus par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions et de son peuple. Et l'article 100 dit « Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi et ne portent atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Je crois que vous aurez l'occasion de continuer la lecture qui parle aussi de l'obligation de patriotisme, de loyauté envers l'État et qui implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Je pense que c'est bien clair. Vous aurez l'occasion de le lire et de beaucoup le lire d'ailleurs, parce que je crois que c'est une question qui intéresse beaucoup. Monsieur le ministre délégué, je vous remercie d'avoir participé.